Il y a un processus original de reconnaissance par l'État mexicain de procédures de désignation des autorités municipales dans des municipalités, municipios, qui sont à majorité indigènes ou qui, même s'il n'y a pas nécessairement une majorité qui s'auto-identifie comme indigène et qui a les traits qui sont considérés normalement dans les recensements comme étant la définition de l'indianité au Mexique, c'est-à-dire la langue, notamment le fait que les personnes parlent une langue préhispanique ou d'origine préhispanique, dans ces municipalités, l'État reconnaît qu'il y a un certain nombre de procédures pour désigner les autorités municipales, les membres de l'ayuntamiento, du conseil municipal, nous dirions en français, qui sont des procédures très anciennes. Je suis prudent là-dessus, parce qu'évidemment, ce sont des procédures qui distinguent ces collectivités et qui sont souvent utilisées ou revendiquées comme des marqueurs d'identité, notamment des marqueurs d'indianité, mais ce ne sont pas forcément des procédures qui remontent à l'époque préhispanique. Mais dans le discours, il y a une certaine idée de nous avons une forme d'organisation communautaire différente, c'est ce qui fait que nous sommes différents des autres, c'est un marqueur d'identité, j'insiste là-dessus, et souvent ça a été perçu à la fois par ceux qui sont en dehors de ces villages ou de ces municipalités et par les fonctionnaires, les agents de l'État, comme exclusifs de populations indigènes, ces procédures-là. Procédures qui sont communément appelées usos y costumbres, les us et coutumes. C'est une vieille expression coloniale. En fait, une grande partie de ces pratiques-là, telles que nous les connaissons, ont pris forme à l'époque coloniale. On peut discuter longuement sur le syncrétisme qui se constitue à ce moment-là entre ce qui a pu être une certaine forme d'organisation des sociétés précolombiennes et ce qu'apporte, ce qu'imposent les Espagnols dès le XVIe siècle. Je pense qu'en général, de toutes ces pratiques-là sont une rupture très très grande avec ce qui a pu exister avant l'arrivée des Espagnols, puisque les historiens, les ethno-historiens, les archéologues, tout ce que l'on sait sur les formes d'organisation politique des sociétés précolombiennes, c'est que dans la région en tout cas, ce qui prévalait, c'était, ou ce qui prédominait plutôt, c'était des formes d'organisation lignagères, avec un pouvoir héréditaire d'un certain nombre de personnes qui étaient des chefs de lignage. Alors que là, on a tout un processus commun à l'Amérique latine de réduction, de création de communautés autour de paroisses et de reconnaissance en même temps par l'État colonial ou par plutôt les autorités coloniales d'autorités indigènes, d'interlocuteurs indigènes pour administrer, notamment pour arriver à faciliter l'administration fiscale, le tribut, la force de travail, etc. Dans le cadre, donc, j'insiste, du régime colonial. Donc je fais ce retour en arrière encore une fois pour dire que là, il y a quelque chose qui est considéré aujourd'hui comme un marqueur d'indianité en partie et qui pour parfois est idéalisé et constitué ou revendiqué comme une altérité radicale avec le reste de la société mexicaine, mais qui exprime en fait, comme d'autres manifestations culturelles, un syncrétisme très, très mexicain et très latino-américain. Alors ces us et coutumes, ils existent là. Les autorités sont désignées par des assemblées en général avec la délibération et la participation très variable d'un endroit à l'autre de personnes adultes, parfois seulement les hommes, parfois aussi les femmes, pour décider quelles sont les personnes de la communauté qui doivent, c'est plutôt une question d'obligation, assumer un certain nombre d'obligations, et notamment les obligations qui sont liées à l'administration de la municipalité. Mais pas seulement, puisqu'il y a une imbrication souvent entre des fonctions qui sont liées à la liturgie, au culte catholique, au culte religieux et aux fêtes, qui sont aussi des institutions très importantes, puisqu'elles
Elles sont productrices et reproductrices de la communauté, du lien communautaire. Et puis, ces ayuntamientos, ces municipios, leur forme d'organisation qui fonctionne pendant très longtemps, jusque dans les années 1990, par ce système d'obligations, de cargos, on dirait, où les fonctionnaires municipaux finalement sont désignés par les autres membres du village et doivent effectuer des mandats qui peuvent varier d'1 an, 2 ans, 3 ans, de mandats au sein du conseil municipal, y compris le mandat de presidente municipal, le maire, ou d'alcalde, le juge, mais aussi en général une autorité qui se charge de la relation avec le culte religieux et avec un certain nombre d'autorités traditionnelles dans la communauté. Donc voilà, l'État légalise, on va dire, ces coutumes-là dans les années 1990, dans le Oaxaca. Il y en a ailleurs que dans le Oaxaca, mais le Oaxaca est d'une certaine façon à l'avant-garde en disant ce qui existe là, et on fait semblant de ne pas le voir, on le connaît, et le parti dominant, le parti révolutionnaire institutionnel, d'une certaine façon coopte les autorités désignées par les villages et en fait ces autorités et les embrigade d'une certaine façon dans le parti révolutionnaire institutionnel. Et ben, dans les années 90, à la fois par un résultat de cette convergence dont j'ai parlé, de mouvements de revendication indigènes, régionaux, et de la transformation de l'État, un État qui a besoin de se relégitimer, il va y avoir une légalisation où tout simplement l'État va dire ben, je reconnais que vos procédures sont tout à fait acceptables, même si elles ne correspondent pas aux standards de la démocratie électorale que nous avons par ailleurs mis en place dans le pays depuis la transition démocratique. Alors, il y a donc à partir de 1995 un système dual au niveau local pour les élections municipales. C'est seulement au niveau des élections municipales. Seulement, mais ce sont quand même plus de 400 communes sur 570 de l'État d'Oaxaca. L'État d'Oaxaca qui fait partie donc un des États de la République fédérale du Mexique. 570 municipalités, 417 maintenant, et à cette époque-là, il y avait une incertitude sur une dizaine de municipalités en 1995. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ce sont des petites communes, des communes démographiquement petites, pas forcément territorialement petites. 70% d'entre elles ont moins de ou jusqu'à 5000 habitants. Mais ce sont des collectivités, des communes parfois très anciennes, et justement qui correspondent dans certains cas à une certaine délimitation territoriale établie à l'époque coloniale et au moment de l'indépendance du Mexique. Donc l'État, dans la reconnaissance de ces procédures, quand même, ce sont les 3/4 des mairies et des gouvernements municipaux qui vont être désignés par des procédures variables selon les communes, selon les traditions de chacune de ces municipalités. Et donc c'est quand même un fait qui domine dans le jeu politique local. C'est pas simplement un fait marginal, minoritaire dans la politique locale et régionale au sens province. Alors, comment ça fonctionne cette dualité? Parce qu'il y a d'un côté 417 municipalités qui désignent leurs autorités selon des procédures traditionnelles locales, et le reste, 153 maintenant, 153 municipalités qui élisent leurs autorités locales, ou les électeurs élisent les autorités locales selon une procédure qui est plus conventionnelle dans le cadre de la démocratie libérale électorale. Alors je rentre dans le détail, qu'est-ce que j'entends par ça? Les procédures communautaires ou d'us et coutumes, j'en ai parlé un peu avant, ce sont des procédures très variables, mais on va dire que, en gros, il y a 2 traits caractéristiques. D'une part, en général, même si ce n'est pas toujours le cas, c'est une forme de désignation avec une délibération et souvent aussi un vote, s'il y a lieu, public. Donc ça, c'est une des grosses différences avec
Par ailleurs, la norme qui est en train de se consolider au Mexique dès la fin des années 80 et 90, qui est de renforcer disons, de renforcer tout le dispositif qui permet à l'individu électeur, le citoyen électeur, de voter sans être soumis à des pressions de type clientéliste, conditionnements divers, etc. Donc là, mise en place et renforcement de tout ce qui est le secret du vote, protection du secret du vote, l'isoloir, concrètement notamment. Mais aussi éviter les fraudes diverses dans la procédure électorale. Donc une sophistication, d'abord une création d'une liste électorale nationale, une création de cartes d'électeurs technologiquement très sophistiquées pour éviter les falsifications, et puis tout un dispositif de bulletins de vote assez complexe pour éviter que, comme autrefois, les candidats qui souhaitent gagner à tout prix puissent par exemple remplir les urnes avant le jour des élections. Donc on a ça qui se met en place. Hein. Évidemment, ça existait avant parce que la norme électorale mexicaine était déjà une norme qui ressemblait à celle des autres systèmes démocratiques, mais qui n'était pas forcément respectée dans le pays. Là, on a un renforcement de ce dispositif et en même temps, paradoxalement, on a cette reconnaissance de procédures qui, elles, ne respectent pas forcément le caractère secret du vote, puisqu'il y a ces délibérations en assemblée, puis souvent l'expression à main levée, par diverses formes d'acclamation, ou par un système qui est connu ailleurs, notamment en Afrique, qui est le queuing system, où les gens font la queue derrière le candidat de leur choix pour mesurer, d'une certaine façon, le nombre de gens qui soutiennent un candidat ou l'autre quand il y a un choix. Je dis quand il y a un choix parce qu'on peut même avoir des situations où finalement il n'y a pas forcément de choix à faire entre des candidats, mais plutôt une procédure de constitution d'une équipe municipale selon les obligations et les attributs que la communauté reconnaît aux individus, que l'Assemblée et que les personnes qui font partie de cette Assemblée vont désigner. Donc il y a ce côté dans la forme du vote qui est un contraste. Mais il y a une deuxième caractéristique qui est importante, et c'est celle de rejeter systématiquement l'intervention directe de partis politiques. Et donc, je reviens à la norme nationale. La norme nationale au Mexique, contrairement à la France, ne permet pas de candidature indépendante. Un candidat, même aux élections locales, dans un village d'une 50aine d'habitants, pour les plus petits, doit légalement être inscrit par un parti politique, qui peut être un parti politique national, mais aussi d'un parti politique provincial, on va dire. Mais il faut cette étiquette. On ne peut pas être candidat indépendant sans étiquette partisane, etc. Les communautés qui pratiquent les us et coutumes et qui ont été finalement qui ont bénéficié de la reconnaissance de cette pratique-là dans les années 1990 vont pouvoir désormais arrêter de faire semblant, mais aussi en même temps radicaliser un rejet des partis politiques considérés dans la plupart de ces localités-là comme des agents extérieurs qui viennent semer le trouble dans la communauté. Alors évidemment, c'est pas si simple que ça, mais concrètement, dans la pratique, ça veut dire que normalement, légalement à l'extérieur et selon les normes communautaires, les personnes qui sont désignées pour intégrer le conseil municipal n'ont pas de lien direct avec les partis politiques. Alors, non pas, comme dans toute situation politique, évidemment, les partis politiques, souvent ont à voir avec la politique locale, et donc il y a des relations complexes qui se tissent, souvent dissimulées entre des leaders communautaires et les partis politiques. Mais là, on a ce système communautaire, et puis dans le reste, on a un système où les partis politiques et les candidats choisissent des candidats, soutiennent des candidats locaux, nomment des candidats au niveau local, et entrent là. On ne peut pas avoir la coexistence des deux dans une même municipalité. Ça, c'est l'originalité, et en même temps, ce qui, en fait, est un peu compliqué. C'est-à-dire que dans 417 municipalités, vous avez des élections qui sont étalées tout au long d'une année, parfois avec des calendriers très différents,
avec en général des procédures de désignation qui se multiplient tous les 3 ans, puisque ça c'était une loi ancienne qui finalement est devenue aussi une coutume dans les communautés. Et donc tous les 3 ans, c'était le mandat municipal de toutes les communes indiennes ou pas indiennes. Il y a des assemblées de village qui sont organisées pour désigner les autorités. Mais il arrive aussi que ce soit tous les ans, pour certaines communes et pour certaines fonctions dans le conseil municipal. Et puis, toujours tous les 3 ans, dans le reste des municipalités, il y a une journée électorale avec des campagnes et tout ce que nous connaissons en France. Alors, ça crée quand même des conflits. Parce que c'est dual, c'est des deux côtés, mais évidemment rien ne peut être complètement étanche dans ce genre de questions-là. Donc il y a toujours un certain nombre de communes dans lesquelles la société locale a un certain nombre de conflits, et notamment des conflits qui peuvent déboucher sur une mise en cause de la procédure de désignation des autorités. Et ces communautés rurales coutumières ne sont pas des havres de paix, d'harmonie et d'amour universel. Il y a des relations de pouvoir, de domination, il y a des différenciations socio-économiques, il y a du conflit, comme dans toutes les sociétés. Et ce conflit, il n'arrive pas toujours soit à être réglé, géré selon les normes coutumières, soit la procédure de désignation elle-même devient un élément du conflit, de la concurrence, de la compétition politique. Donc ça crée du contentieux électoral, et c'est un contentieux électoral nouveau, puisque ce n'est pas le contentieux auquel sont habitués les juges normalement dans un système électoral conventionnel. La reconnaissance de ces procédures coutumières dans la désignation des autorités municipales est une expression de l'autonomie politique des communautés. J'hésite toujours à dire des communautés indigènes ou pas indigènes, parce que j'insiste, certaines d'entre elles n'ont pas forcément une revendication, une identification d'appartenance à un groupe ethnique particulier. Mais en revanche, un attachement à la communauté locale et à ses formes d'organisation communautaire. Donc avec ou sans qualification ethnique, avec ou sans qualificatif indiquant. Bon. Cette réalité communautaire est forte, elle n'existe pas que dans cette région du Mexique, elle existe ailleurs, et peu à peu on a vu ailleurs, c'est-à-dire dans l'état de Puebla, dans l'état de Michoacán, dans l'état de Chiapas bien sûr, dans des états où on pouvait s'y attendre moins, c'était dans le nord du pays, notamment dans le Chihuahua, des procédures similaires qui existent depuis très longtemps, mais aussi des processus de reconnaissance comme celui qui a eu lieu dans les années 90 dans le Oaxaca. Mais j'irai au-delà du Mexique. Cette autonomie politique fondée sur une légalisation ou une officialisation plutôt des normes locales, ça arrive ailleurs. Ça arrive notamment en Bolivie. Et en Bolivie, récemment, je parle bien de l'officialisation, j'insiste là-dessus, parce que, évidemment, encore une fois, les pratiques sont très anciennes. Elles se sont transformées, certaines sont plus récentes, mais disons que ce sont des pratiques qui sont très anciennes. En Bolivie, la constitution, la dernière réforme, c'est une nouvelle constitution qui a été approuvée par référendum en 2009. Dans cette constitution, il y a aussi des éléments qui font référence au respect des formes d'organisation politique, et notamment de désignation des autorités locales dans ce qu'ils appellent maintenant en Bolivie les autonomies originarias, donc autochtones, originaires, indígenas, indigènes, campesinas, paysannes. Les trois notions sont mises côte à côte. Donc l'autochtone, originario, le natif, l'originaire, l'indigène et le paysan. C'est 2009, donc c'est très récent, c'est en train de se mettre en place, cette officialisation. Et c'est arrivé ailleurs à des degrés différents, notamment en Équateur. Qu'est-ce que ça donne, en gros? D'abord, comme beaucoup de choses concernant l'Amérique latine, il faut éviter de généraliser de façon abusive. Donc, chaque réalité est différente, et même si on peut avoir des expressions qui sont similaires,
des mots, des notions qui sont similaires, en fait, ce sont des processus souvent très différents. Et le nominalisme peut nous amener à commettre des erreurs. Pour ce qui concerne le Oaxaca, l'autonomie politique, par cette officialisation des coutumes, a permis de réduire de façon significative la violence qui était souvent associée ou qui pouvait dériver des élections locales. C'est-à-dire qu'à un moment où les règles n'étaient pas, il n'y avait pas cette dualité, l'intervention d'agents extérieurs à la communauté, articulée toujours avec des personnes à l'intérieur de la communauté, qui cherchaient à contrôler le pouvoir local, entrer en conflit avec un certain nombre de pratiques d'usage, et surtout, parce que j'insiste sur le fait qu'il y a du conflit dans ces communautés-là de toutes les manières, il y avait finalement deux systèmes complètement imbriqués où, selon les circonstances, les ressources et les stratégies des acteurs, les uns pouvaient faire appel au juge électoral, aux partis politiques, etc., et les autres à leurs autorités traditionnelles et à une certaine notion de c'est ce que nous faisons toujours et nous avons fait pendant des centaines d'années. Donc ça ne facilite, il y avait un manque de clarté, disons, dans les règles du jeu, qui compliquait, même pouvait aggraver un certain nombre de conflits locaux, et qui empêchait l'autorité électorale d'arbitrer. Sur ce premier plan-là, cette officialisation, donc cette reconnaissance d'autonomie politique a permis de réduire de façon significative les conflits, mais surtout la violence associée au conflit. Je fais la nuance parce qu'il y a des conflits, mais c'est du contentieux électoral qu'on peut en avoir dans n'importe quelle société démocratique, qui commence peu à peu à trouver des canaux institutionnels pour être gérés, pour être réglés. Ça, c'est un premier point. Sur cette question de l'autonomie, rapidement, je pense qu'il y a un côté qui est moins positif et qui est d'avoir mis en... Et c'est pour ça que j'ai insisté sur la réforme de l'État et l'ajustement structurel. Je pense que jusqu'à un certain point, l'État s'est un peu désengagé. C'est-à-dire que la reconnaissance, en fait, est aussi une façon de légitimer un désengagement de l'État. Et pourquoi je dis ça? Parce que finalement, il y a un grand nombre de ces municipalités coutumières qui continuent à être finalement marquées par la pauvreté, de vrais problèmes d'infrastructures élémentaires de base pour les populations locales, des problèmes d'emploi, de revenus, des problèmes de carence, etc. Et donc cette misère dans les régions majorité indigènes et où en général aussi se trouvent ces villages coutumiers où prévaut cette forme d'autonomie politique, ben, ce sont des populations, des sociétés qui se sentent un peu, disons, abandonnées par l'État. Donc il y a un certain désengagement, une déresponsabilisation un peu de l'État qui du coup dit ben, vous êtes autonome, ben, arrangez-vous comme vous pouvez, vous le faites à votre manière, nous on va être gentils, on va vous respecter. Il faut vraiment éviter d'idéaliser les formes d'organisation communautaire, il faut éviter d'idéaliser les us et coutumes. Maintenant, d'ailleurs, dans la loi récemment réformée, il l'appelle Sistemas Normativos Internos. Ils ont enlevé, donc c'est plus l'ancien terme d'origine coloniale, c'est plus non plus normas indígenas o derechos indígenas, il n'y a pas le qualificatif identitaire ethnique, c'est des systèmes normatifs ou des normes internes au village, internes à la municipalité, qui ne s'appliquent pas pour d'autres niveaux d'élection. Bon, ces normes communautaires, d'accord, elles sont légitimes souvent au niveau local. C'est souvent ce que les gens ont l'habitude de faire et c'est aussi une façon de régler un certain nombre de problèmes au niveau local. Elles sont efficaces, bon, ça marche. Mais dans certains cas, elles ne le sont plus. Dans certains cas, les conflits
dépasse complètement les mécanismes et les capacités locales, traditionnelles, de gérer les tensions, les intérêts en conflit, etc. Ça peut aller depuis des situations les plus limites où il y a tout d'un coup une grosse ressource renouvelable ou non renouvelable, je pense aux mines, aux ressources minières, notamment dans la région. Et autour de l'exploitation de ces ressources-là, évidemment, il y a des groupes d'intérêt, des gens qui essayent d'en tirer profit, et la communauté se divise autour du profit à tirer de cette ressource. Mais ça peut être aussi simplement, ce qui peut arriver ailleurs, des rivalités entre familles, entre factions autour des projets à mettre en œuvre dans la communauté, quels qu'ils soient. Et puis, et bien sûr, et on en arrive à une question qui peut dériver sur des problèmes de corruption, la, la gestion des deniers publics. Et c'est très important d'en parler parce que toute cette réforme de reconnaissance d'une autonomie politique au niveau local se fait en même temps qu'une décentralisation administrative et aussi donc du transfert par le gouvernement central, par l'État central, de ressources fiscales qui sont transférées donc aux gouvernements locaux, aux municipalités. Avant 1995, la plupart de ces municipalités n'avaient absolument pas d'argent transféré par l'État central. Elles devaient gérer leur propre forme, en général, de système de réciprocité, de solidarité. Les gens faisaient eux-mêmes les travaux publics, les travaux d'intérêt généraux. C'était des obligations, il n'y avait pas d'argent, il fallait le faire. Donc c'était de la main-d'œuvre, c'était du matériel de construction. Et puis après, au coup par coup, dans des relations souvent très clientélistes, les dirigeants communautaires allaient voir les autorités de l'État fédéré ou de l'État central ponctuellement pour demander la construction d'une école, un certain nombre de bénéfices, de programmes, etc. À partir de 1995, on a une décentralisation où il y a systématiquement une partie du budget de la fédération qui est attribuée à l'État, et l'État fédéré doit transférer 20% de ce premier transfert, de ce premier budget, aux communes, qui reçoivent donc de l'argent pour la première fois. Et là, évidemment, ça change tout. Ça change tout parce qu'on n'est plus dans des formes de solidarité par nécessité, on est dans des formes de solidarité revendiquées, mais on a aussi cette nouveauté qui est d'avoir à gérer des sommes qui nous paraîtraient probablement ridicules, mais qui sont quand même considérables au regard du niveau de développement et du niveau de revenus en général dans ces communautés. Donc il y a du coup aussi énormément de mobilisation et de conflits autour du contrôle du gouvernement municipal. Quand autrefois c'était une obligation qui était même coûteuse pour la personne qui occupait les fonctions municipales, ça devient intéressant parce qu'on peut du coup d'abord avoir une rémunération, des honoraires, ce qui n'était pas le cas avant, et en plus pouvoir mettre la main sur de l'argent et éventuellement le détourner. Donc il y a eu, alors c'est vrai que c'est pas forcément, on peut pas dire d'une façon générale que dans les municipalités qui sont autonomes du point de vue politique, il y a un niveau de corruption supérieur aux autres. Ce n'est pas le cas. Il n'y a rien qui nous indique qu'il y ait plus de corruption sous ce régime communautaire. Mais il est vrai que parfois les mécanismes traditionnels, l'assemblée de village notamment, qui demande des comptes aux autorités de façon ponctuelle, n'est pas suffisante et ça ne marche pas forcément. Et du coup, il y a des conflits qui ne peuvent plus être réglés au niveau local, et des personnes appartenant à la communauté vont avoir recours à un arbitre à l'extérieur. Donc l'État, le pouvoir judiciaire, etc. Et là, les articulations, les canaux, les formes d'intervention ne sont pas formalisées, sont très compliquées. Mais surtout, oui, il faut aussi introduire, outre l'argent, un autre élément, qui est celui, tout simplement, de l'instrumentalisation politique. Ne soyons pas angéliques, justement, s'il y a une reconnaissance de ces formes coutumières d'organisation des communautés au niveau local, c'est parce que le Parti révolutionnaire institutionnel, qui donc est issu
de la révolution de 1910 au Mexique, ou en tout cas l'héritier des révolutionnaires de 1910, dans les années 1990, disons, soumis à la rivalité, à la concurrence d'autres partis politiques. En partie d'ailleurs créés par des dissidents du Parti révolutionnaire institutionnel. Je pense au Parti de la Révolution démocratique, un parti qui a été créé par des anciens dissidents du PRI qui se sont alliés à des communistes et à des dirigeants de gauche, d'une gauche plus, disons, d'organisation locale, de base, etc. Donc là, on a une véritable compétition politique, électorale dans les années 90, et le Parti révolutionnaire institutionnel, je pense, considère ce système coutumier qui, de fait, exclut les partis politiques des élections comme un avantage potentiel, c'est-à-dire une façon de limiter la pénétration des opposants et de l'opposition électorale dans les régions où prédominent ces institutions traditionnelles. Et donc c'est une façon d'essayer, pour le Parti révolutionnaire institutionnel, de limiter la compétition électorale et de préserver son hégémonie au niveau local. Alors, ça c'est une stratégie. Comme vous le savez, il y a des effets non voulus ou inattendus dans toute stratégie. Il y a des effets de composition en politique. Et on pourrait maintenant, avec un peu de recul, et en analysant de près, notamment les résultats électoraux des élections législatives au niveau de l'État fédéré ou au niveau parlementaire, sénatorial au niveau fédéral, puis au gouverneur, donc pour l'exécutif et le président de la République, si on fait des calculs sur les 20 dernières années, on se rend compte que dans ces communes plutôt traditionnalistes, la tendance électorale correspond à peu près à celle qui a cours dans les autres municipalités moins traditionnalistes. C'est-à-dire que, en gros, jusqu'en 2000, le Parti révolutionnaire institutionnel perd énormément de votes, une véritable érosion. Donc son pari de maintenir l'hégémonie ne fonctionne pas, c'est un échec. Et puis, surtout en 2004, on a une première alternance dans le Oaxaca. On a une première alternance avec une coalition d'opposition, à la fois du Parti Action Nationale, Centre droit, qui est au gouvernement fédéral depuis 2000, et puis de ce Parti de la Révolution démocratique de centre-gauche, on pourrait dire, contre le Parti révolutionnaire institutionnel. Pour la première fois, on a un gouverneur qui n'est pas un gouverneur du parti qui avait dominé la politique dans cette région jusque-là. Donc, voilà, c'est un élément de complexité dans un jeu politique qui se transforme constamment. C'est un élément de plus à prendre en compte, avec des formes d'utilisation par différents acteurs. Revendiquer les coutumes, ça peut être fait par ceux qui veulent maintenir le contrôle du pouvoir, ou au contraire par ceux qui veulent le conquérir. Donc ça fait partie maintenant de la grammaire de la politique locale et régionale dans le sud du Mexique.